bienvenue pour cette première émission des jeudis du programme. Alors on est absolument ravis de vous retrouver ce soir avec les invités qu'on va vous présenter juste après. Je vais co-animer cette émission avec Pierre-Yves Cadalin. On est très content de vous retrouver. On va vous retrouver tous les jeudis soirs en direct sur tous nos réseaux parce que ces jeudis du programme, ça fait partie intégrante de notre chantier programmatique, de toutes les étapes que l'on prévoit pour discuter pendant ces 6 prochains mois de notre programme avec toutes celles et tous ceux qui voudront bien le faire avec nous. Il y a plusieurs étapes à ce chantier programmatique. La première étape, ça a été la mise à jour de l'avenir en commun qu'on a remis en ligne le 8 novembre au moment du lancement de candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, on a prévu des façons de contribuer individuellement. Si vous avez envie de participer au programme, sur noussomespour.fr, vous pouvez le faire. Il y a déjà eu plus de 3000 contributions individuelles. Vous pouvez aussi interroger des gens en participant à une campagne qui s'appelle la consultation populaire. Et puis, pendant ces 6 mois, de janvier au début du mois de juillet, on prévoit 4 phases avec 4 grands thèmes qu'on prend les uns après les autres pour traiter les questions de façon méthodique et n'en oublier aucune. Et on commence avec le squelette du projet présidentiel, les questions démocratiques, la question de la 6e République et de comment on y passe, avec la méthode de la Constituante notamment. Et aujourd'hui, cette émission s'inscrit dans cette première séquence puisqu'on va parler de démocratie sanitaire. Ça nous paraissait extrêmement important après avoir collectivement vécu pendant 1 an en pandémie, on y reviendra, avec le Covid. Ça nous paraissait très important de commencer par ce thème de la démocratie sanitaire. Et pour le discuter, on a plusieurs invités que l'on va présenter avec Pierre-Yves juste après. Évidemment, vous pouvez nous poser vos questions pendant toute la durée de l'émission. Il y aura une séquence à la fin où on en prendra quelques-unes pour que nos invités y répondent. Donc n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Tout ce qui vous vient, tout ce à quoi vous avez envie que l'on réponde, on essaiera de s'y tenir. Donc tout de suite, je présente Pierre-Yves Cadalin qui va co-animer cette émission avec moi, qui est l'animateur du groupe thématique Constituante, donc qui travaille sur les questions de la Constituante de la 6e République et qui s'intéresse aux questions institutionnelles de manière plus générale. Pierre-Yves qui est politiste et dont les travaux portent sur les rapports de pouvoir qui sont liés aux communs environnementaux, donc des questions absolument passionnantes. Et qui est également chef de file pour les élections régionales en Bretagne. Et donc Pierre-Yves, je te laisse la parole pour les présentations. Merci beaucoup Clémence, et bienvenue à toutes et tous qui nous écoutez en ce moment. Alors Clémence, d'abord un petit mot pour te présenter, parce qu'avant de présenter tout le monde, il faut bien te présenter toi. Et tu fais un travail considérable en tant que responsable et coordinatrice du programme, mais également tu es secrétaire générale du groupe parlementaire. Et toi aussi, tu es chef de file dans une autre région, la Nouvelle-Aquitaine. Et puisqu'il est question de Nouvelle-Aquitaine, eh bien, allons y retrouver Barbara Stiegler, qui est aujourd'hui parmi nous, mais qui est professeure de philosophie politique à l'université Bordeaux-Montaigne, et qui, dans ce cadre, se charge du master soins, éthique et santé, chose qui nous concerne tout particulièrement dans le cadre de cette émission qui porte sur la démocratie sanitaire. Alors Barbara Stiegler, en 2019, a publié un essai, au fond un travail universitaire qui s'appelait « Il faut s'adapter » et qui a interrogé profondément le rapport entre le néolibéralisme et l'État et la manière dont le néolibéralisme était en fait quelque chose qui gouvernait nos comportements, nos conduites, une nouvelle technique de pouvoir qu'il fallait explorer, cela en remontant dans les origines et dans les textes des néolibéraux aux États-Unis dans les années 30. Suite à cet essai, au moment même de sa parution, venait le mouvement des Gilets jaunes. Et ce mouvement des Gilets jaunes, d'une certaine manière, rencontrait cette technique de pouvoir qu'il s'agissait de critiquer. Et dès lors, Barbara Stiegler a écrit 2 essais publics d'intervention qui sont absolument passionnants. Alors, il faut s'adapter, c'est passionnant également. Mais les 2 essais publics d'intervention s'appellent donc « Du cap aux grèves » aux éditions Verdier, publiées l'an dernier, et « De la démocratie en pandémie ». Alors, dans Du cap aux grèves, il est question d'une sorte d'histoire des mouvements sociaux qui part des Gilets jaunes jusqu'à la réforme des retraites. Et puis finalement, on s'est arrêté par le confinement. Et dans De la démocratie en pandémie,
c'est bien le rapport autoritaire au pouvoir, le rapport autoritaire du pouvoir à la population qui est interrogé. Et je vous le recommande vivement, car c'est un livre qui fait plaisir, c'est un livre qui donne un horizon politique et qui donne surtout l'idée qu'il est extrêmement essentiel de politiser la question et de ne pas céder aux injonctions du pouvoir à se taire. Donc lisez-le, ça fait du bien. Et voilà pour Barbara Stiller, que nous serons ravis d'écouter et surtout nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre-Yves. Notre deuxième invitée, c'est Sabrina Al-Benali. Je te tutoie puisqu'on se connaît. Sabrina, tu es médecin urgentiste à domicile. Tu as fait ton internat et ton externat aux hôpitaux de Paris. Et tu es identifiée, connue du grand public pour plusieurs coups de colère quand même qui ont pas mal marqué ces dernières années. Quand on parle de démocratie sanitaire, tu es une des voix qui s'est exprimée très clairement pour dénoncer les conditions de travail des soignants, le manque de moyens pour l'hôpital public. Une interpellation notamment assez mémorable de Marisol Touraine, dont on se souvient. Tu es membre du collectif Interurgence qui se mobilise sur ces questions de manière assez générale. Et tu as écrit un ouvrage qui s'appelle « La révolte d'une interne, santé, hôpital, état d'urgence » sur toutes ces questions. J'imagine qu'on reviendra à cet ouvrage dans l'échange. Et puis, pour finir, entre autres choses, mais tu as été membre du collectif Bas les masques pendant la crise sanitaire pour dénoncer un petit peu l'opacité de la gestion de la crise sanitaire, notamment avec une dénonciation assez répétée de tes conditions de travail et puis de tout ce qui pouvait manquer au niveau des équipements et de tout ce à quoi le gouvernement ne répondait pas. Voilà, en quelques mots pour te présenter. Et puis Mathilde Panot. Mathilde, que je pense la majorité de celles qui nous écoutent connaissent déjà, qu'on ne présente plus, qui est vice-présidente de notre groupe parlementaire La France Insoumise. Nous sommes ravis également de t'avoir parmi nous pour discuter de cela, car tu as été aux prises directes avec la gestion autoritaire de cette épidémie. Et dès le début, tu t'es dit, eh bien, il faut investiguer, il faut chercher ce qui ne va pas. Il faut, au fond, voir comment cette crise est mal gérée. Et tu as donc travaillé à une commission d'enquête sur la gestion du Covid-19 dont les résultats sont disponibles en ligne et qui est extrêmement instructive. Autant dire que tu n'as pas chômé loin s'en faut pendant le premier confinement. Ensuite, un autre des aspects où on s'est dit que c'était intéressant de t'avoir ici ce soir, c'est parce que lors des rencontres que le Premier ministre orchestrait pour dire on consulte l'opposition, etc., dont Barbara Stiller parle d'ailleurs dans son livre de la démocratie en pandémie, eh bien, tu étais convoqué à aller regarder des courbes et d'une certaine manière à contribuer à ce simulacre de démocratie que Jean Castex mettait en œuvre. Donc voilà, pour ton rôle de parlementaire, nous sommes ravis de t'accueillir ici ce soir et pour dessiner des perspectives politiques communes, comme tu sais si bien le faire avec force et énergie à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, je précise que nous sommes sur 5 personnes, 4 femmes ce soir, et ça ne doit pas faire plaisir à celui qui t'a insulté à l'Assemblée. Donc ça fait plaisir à nous. Qu'on commence tout de suite à échanger. Pierre-Yves et moi avons beaucoup parlé. Maintenant, on veut écouter nos intervenantes. On commence par vous, Barbara Stiller. Peut-être sans en dire davantage sur votre ouvrage, mais qui est en effet extrêmement marquant sur l'analyse que vous faites de ce que la crise permet comme effet d'opportunité pour le gouvernement et pour l'affirmation de pratiques qui étaient déjà là, mais qui finalement ont profité de cette crise sanitaire pour s'affirmer dans ce qu'elles ont de pire, dans l'éloignement et dans l'installation d'une défiance assez tenace aujourd'hui. Donc voilà, on vous écoute pour nous présenter votre thèse et votre vision de peut-être ce que devrait être la démocratie sanitaire en creux de la critique que vous faites. Merci beaucoup de votre invitation et merci de cette question. Oui, j'ai tenté d'analyser, et d'ailleurs je précise que je n'ai pas été seule dans cette entreprise, dans ce tract, donc je l'ai écrit seule, c'est vrai, mais j'ai été beaucoup aidée, beaucoup épaulée, d'abord par les étudiants du master soins éthiques et santé qui me nourrissent, qui m'apportent énormément
de matériaux, d'idées, de lignes de force depuis des années, sans lesquelles donc ce travail n'aurait pas eu lieu. Et puis il y a toute une petite équipe que j'ai mobilisée autour de moi pour m'aider à y voir plus clair dans cette affaire. Voilà. Donc le travail que j'ai tenté de faire avec eux, c'était effectivement d'inscrire ce qui se produisait sous un effet de sidération et de choc dans la longue durée. C'est le travail aussi des universitaires que de faire cela, donc de donner un peu une mémoire à ce qui nous arrivait. Et évidemment, j'avais en tête la notion de démocratie sanitaire parce que c'est une chose sur laquelle je travaille comme chercheuse depuis une dizaine d'années. J'ai un projet qui est très long, qui n'est pas du tout abouti encore, mais je travaille en particulier sur la démocratie sanitaire et les maladies chroniques. Pourquoi ? Parce que je m'intéresse au rapport entre la démocratie et le savoir, la démocratie et la science, la démocratie et la connaissance. C'est important de dire ce croisement parce que très souvent, on réduit la démocratie à une question d'opinion. La démocratie, c'est, on pense souvent, et je crois que c'est une erreur, que c'est en fait l'ensemble des opinions personnelles des uns et des autres qu'il va falloir faire coexister. En réalité, la démocratie, telle que moi je l'appréhende, avec d'autres, c'est une affaire de connaissance, une affaire de savoir, de science, de construction collective du savoir et de la science. Et du même coup, on est dans un moment très propice aujourd'hui, au milieu de tous les malheurs qu'on traverse, pour penser ça, parce qu'on a à la fois la crise écologique qui pose des questions épistémiques, des questions de savoir, des questions de science de la vie, et puis la crise sanitaire actuelle qui s'inscrit dans cette crise écologique d'ailleurs, je le rappelle, pour ceux qui n'en auraient pas conscience, puisque l'origine, l'amont de la crise est probablement liée à la dégradation écologique de notre environnement. Je l'explique, je le rappelle dans le tract. Et puis l'aval est également lié à la crise écologique, puisque c'est la dégradation de nos conditions de vie, nos manières de vivre dans les pays industrialisés, qui crée l'explosion des maladies chroniques, qui elle-même explique la flambée, la transformation du virus en maladie, en plus du vieillissement et des polypathologies chroniques qui y sont associées. Donc tout ça pour dire qu'on est dans un moment politique où la question du savoir et du savoir du vivant est fondamentale. Et la question est de savoir si on peut laisser cela à des gens plus compétents que nous, des experts, pourquoi pas, ou bien qui devraient donc conduire des masses ou des populations dans la bonne direction, qu'eux-mêmes seraient habilités à avoir, à la place du démos, à la place de ce qu'on peut traduire par peuple éventuellement, c'est comme ça en général qu'on traduit, ou bien si c'est au peuple assemblé, encore faut-il savoir ce que ça veut dire que le peuple assemblé, de élaborer ce savoir. Et c'est ça la grande question qui nous est posée aujourd'hui. Donc moi je trouve ça assez passionnant parce que les questions de démocratie ne doivent plus être uniquement cantonnées à des questions économicistes ou à des questions d'opinion ou d'avis ou de goût ou de préférence. Donc on a très souvent ces deux écueils. La démocratie, ça va être la question de l'égalité, des injustices économiques, des injustices sociales au sens de économique, voilà. Et la politique va se cantonner à ça. C'est très important, bien entendu, mais très souvent, on oublie les affaires de savoir, de connaissance, les affaires de partage du savoir ou de partage épistémique. Et puis, de l'autre côté, on va confondre la démocratie et l'expression des opinions des uns et des autres. Alors, c'est intéressant, les opinions, mais ça ne suffit pas, je pense, pour construire une démocratie véritable. Alors, ça, c'est le premier axe de départ de mes recherches. Et il se trouve que dans mes recherches, j'ai très vite rencontré la notion de démocratie sanitaire. Notion parfaitement inconnue du grand public jusqu'à il y a très peu de temps. Comment se fait-il que la notion de démocratie sanitaire, elle surgisse aujourd'hui dans cette émission? Comment se fait-il qu'on se mette à en parler? Eh bien, c'est grâce à ce Covid, grâce à cette gestion catastrophique de la crise sanitaire en France par un président qui centralise tous les pouvoirs entre ses mains, et qui a décidé d'abord avec un apparat de conseil scientifique dont on pourra parler parfaitement contestable, mais ça n'a pas tenu bien longtemps. Et ensuite, il a décidé seul, bon, je n'épilogue pas, tout le monde le voit bien, de prendre les décisions et de faire comme s'il pouvait, lui, individu, seul, avec un cerveau unique, voir comment s'en sortir, ce qui est évidemment parfaitement impossible. Aucun individu, aussi brillant soit-il et compétent soit-il, ne peut faire face à une telle situation. Il faut de l'intelligence collective, de l'expérimentation collective, etc. Donc, grâce à cette gestion
catastrophique de la crise. Et à cette crise elle-même, du même coup, est apparue cette notion de démocratie sanitaire. Alors, qui l'a popularisé, qui l'a rendu, j'en sais rien. Je crois que c'est peut-être, je crois que c'est le Delfrécy, hein, qui a commencé à dire dans la presse, bon, maintenant, ça va bien, c'est bien gentil, mais je me sens, il ne l'a pas dit comme ça, mais enfin tout le monde a compris, nous nous sentons un petit peu instrumentalisés et il serait bon que le président se souvienne de quelque chose qui s'appelle la démocratie sanitaire. Et là, bon, pour moi, c'était assez extraordinaire, puisque cette chose que personne ne connaît devenait un sujet. Bon, voilà. Donc, moi, j'étais ravie, puisque c'est mon objet de recherche, donc de le voir dans les journaux, c'est rigolo, surtout quand personne ne s'y intéressait avant. Et alors, c'est amusant de voir Delfrécy vouloir de la démocratie sanitaire quand lui-même a d'abord joué le coup d'être l'expert qui conseille Macron. Hein. Bon, ensuite, il sent que Macron fait un peu ce qu'il a envie, donc il parle de démocratie sanitaire. Et du même coup, il faudrait que les gens comprennent d'où ça sort, cette affaire de démocratie sanitaire. Eh bien, en fait, c'est un héritage direct de l'autre crise sanitaire précédente, aussi grave que celle-ci très probablement, la crise du VIH. En fait, c'est un héritage de cette crise du VIH qui a été un désastre pour la médecine, qui a été extrêmement conflictuel, avec des conflits dont tout le monde se souvient, terribles entre les gens, puis entre les patients et les médecins. Le magistère médical en a énormément souffert. Le magistère, c'est-à-dire voilà, l'idée d'une autorité incontestée, en a énormément souffert. Et les médecins ont dû céder une part de leur pouvoir. À qui ? Eh bien, aux patients. Et la démocratie sanitaire s'est construite sur l'idée que les patients devaient avoir une part du pouvoir, non seulement pour exprimer leurs préférences, etc., mais même pour établir des politiques de santé, pour établir des stratégies de soins. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, moi, mon projet intellectuel et politique, c'est d'étendre la démocratie sanitaire au-delà des seuls patients, mais plus largement, d'abord, de l'étendre au niveau des soignants. Parce qu'aujourd'hui, la démocratie sanitaire ne concerne pas les soignants. C'est-à-dire les infirmiers, les médecins qui n'ont pas les plus hautes attributions dans les décisions, en fait, ne sont pas véritablement invités. Alors, on pourrait me contester localement cet avis, mais globalement, la démocratie sanitaire est pensée pour les patients. Et très souvent, elle est pensée pour les préférences des patients, pour les avis des patients, pour leur style de vie, pour leur manière de vivre, mais très peu considérée du point de vue épistémique, du point de vue de la capacité du démos assemblé à construire ensemble un savoir en santé publique, en médecine, dans les sciences de la vie, etc. Et on reste sur l'idée que la science est l'affaire des spécialistes. Mais on est en train de voir l'écueil de cette attitude. Donc je crois qu'aujourd'hui, évidemment, là, notre démocratie a été profondément abîmée pendant 1 an. Ce que moi je vois aujourd'hui, c'est une sorte de réveil démocratique, même s'il est timide, même s'il est décevant, mais on sent qu'un peu partout, il y a des tiraillements pour dire eh bien, là, ça n'est plus possible. Un seul homme ne peut pas décider, ou même un conseil scientifique, compétent ou pas, ne peut pas décider pour nous des choses aussi graves. Donc, il y a un retour de la démocratie, une demande de retour de la démocratie aujourd'hui. C'est pour ça aussi que ce texte rencontre un accueil quand même très favorable du public. Voilà. Mais maintenant, il s'agit de savoir qu'est-ce que c'est que la démocratie sanitaire. Il s'agit de le construire, de le penser. Et moi, je suis ravie qu'on passe 1h30 pour faire cela ensemble. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sabrina, du coup, toi, tu as aussi le regard de la soignante, du médecin engagé qui a été porté finalement sur le premier front de la bataille, puisque les métaphores guerrières étaient de mise avec notre président assez arrogant. Et finalement, quel est ce retour de terrain que tu as pu avoir ? Comment tu as perçu finalement le rapport aux institutions, mais également le rapport toi, qu'est-ce que tu en penses de cette idée de démocratie sanitaire ? Comment tu éventuellement contribuerais à la concevoir avec nous ? Oui. Comme tu dis, on était au front avec des armes en sac poubelle, mais au front quand même. Moi, je suis très contente qu'on ait ce débat, et surtout, il est... et puis merci de m'avoir invité, mais il est porteur d'un idéal ou d'un rêve. Sous ce gouvernement-là, j'ai peu d'espoir
qu'il puisse exister une démocratie sanitaire dans un espace qui n'est plus démocratique pour moi depuis bien longtemps. Concernant le soin, on en a fait le triste constat, puisqu'avant même le Covid, on s'est tous mobilisés pendant près d'1 an et demi, des lanceurs d'alerte ou appels à la vigilance via des appels comme moi je les avais faits, comme tu parlais de ma vidéo tout à l'heure. On parle déjà de 2017, on est en 2021 et il y en avait d'autres avant moi. Aujourd'hui, on a quand même le collectif Interurgence, le collectif Interhôpitaux. On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pacifiquement de faire. Des manifestations, des chansons, des clips, des tribunes, des pétitions, des débrayages, des grèves. Ça a été jusqu'aux grèves de la faim. Des infirmiers ont même fait un chantage au suicide via les injections d'insuline devant le ministère de la Santé. La seule réponse qu'on a eue, c'est du gaz lacrymogène et puis une pseudo-prime si votre nom commençait par B, votre numéro de département par 8 et le prénom de vos arrière-grands-parents par G. Enfin, c'est à peu près quelque chose comme ça. Globalement, c'est quand même très effrayant. Moi, j'ai été auditionnée par le CESE, Conseil économique, environnemental et social, il n'y a pas très longtemps, pour répondre aux auditions et un rapport qui leur avait été demandé par le gouvernement. La conclusion de nos interventions, ça a été que je dise quand même à la présidente qu'est-ce qui nous inquiétait le plus, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait encore obtenir quelque chose sans violence. Parce qu'évidemment, on avait tous vu à cette époque, ça faisait suite à cette infirmière Farida qui, de rage, avait lancé un caillou en direction de la police. Personne qui a fait 17 ans de soins infirmiers en réanimation. Si vous voulez, vous levez pas au petit-déj en vous disant « Tiens, cet après-midi, je vais lancer un caillou sur la police. » En fait, il faut qu'il y ait tout un contexte qui emmène un geste comme celui-là. Et celui-là, c'est celui du désespoir profond. C'est-à-dire que vous n'avez plus une seule manière de vous faire entendre. Donc en ça, me font dire que ces gens-là, effectivement, j'ai plus d'espoir en leur comportement éthique, moral vis-à-vis de nous, de ce que représente le peuple que nous sommes et les soignants. Même avec tous ces événements-là, au tout début du Covid, pourtant, tout le monde connaît mes positions militantes. Et malgré tout, j'ai été assez naïve quand le Covid est arrivé pour penser que nous aurions des camions de militaires qui nous emmèneraient des masques, qui ne nous laisseraient pas aller voir les patients comme ça, la fleur au fusil, sans aucune protection. Et puis rien. On a été obligés, comme nombre d'hôpitaux, de soignants, d'en être réduits à faire des appels sur les réseaux sociaux pour pouvoir protéger nos vies et nos familles, pour aller soigner les gens. Et pourtant, j'étais pas naïve, mais je pensais pas que le mépris de nos institutions pouvait aller jusque-là. On s'est retrouvés avec des gens qui, sur Twitter ou Facebook, nous proposaient les 2 ou 3 masques qu'ils avaient à la maison et qu'on allait chercher pour nous dépanner. On en était là. Et donc, on a connu une époque qui était déjà à la fois hyper anxiogène parce qu'on ne savait pas à quelle maladie on avait affaire, et c'est quand même très difficile de faire une consultation quand vous ne connaissez pas tous les symptômes qu'il faut rechercher. On avait un nombre évidemment incalculable de malades. Dans le balai incessant nocturne, on ne se croisait que nous, les SMUR, les pompiers, et puis la Croix-Rouge qui était venue en renfort. Et dans tout cet espace-là, ça a été le seul moment où finalement a un peu réexisté cette notion de démocratie sanitaire, c'est-à-dire telle que nous, on la conçoit, parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de nous laisser faire. Donc il a fallu lâcher sur la T2A, il a fallu lâcher sur l'organisation des lits, il a fallu laisser les soignants qui savaient faire dire on va faire ça, là tout ça sera des lits de réa, ici on mettra de l'oxygène, lâcher sur la durée moyenne de séjour, ce qu'on appelle la DMS. Aujourd'hui vous êtes rémunérés dans les services avec des scores comme ça établis. Et là on a dit lâchez tout, laissez-nous faire. Et c'est en partie grâce à ça qu'on a pu éviter un nombre de morts considérable, qu'on n'a pas pu éviter partout.
Quand on a dit qu'il fallait des masques très tôt dans les EHPAD, moi je me rappelle, mars, faire encore des visites dans des EHPAD avec des soignants qui n'avaient pas de masque, qui avaient des masques uniquement chirurgicaux et qui là protègent pas suffisamment quand vous êtes toute la journée baigné dans le Covid avec des contacts très rapprochés. Donc, bon, il y a eu ce moment-là quand même qui a été révélateur. Bon, il a suffi d'arriver au mois de juin pour qu'on redémarre et que les services reçoivent à nouveau les notifications des durées moyennes de séjour, de demande de faire sortir les patients plus rapidement, etc. Donc, néanmoins, on voit bien cette possibilité sur un court instant que dès lors qu'on reprend la main et qu'on dit comment il faut faire, ça marche. Bien qu'on doive ça aux soignants, il ne faut pas oublier que, et ça j'y tiens même si c'est un peu hors débat, l'argument du pouvoir qui dit l'hôpital a tenu, c'est faux. Je veux dire, nous n'avons pas répondu à nos missions de soins. Nous avons pu nous occuper du Covid. Dès lors qu'on a dû reporter tout un tas de chirurgies prévues, puisqu'on a vu derrière les décompensations de diabète, des maladies chroniques. En oncologie, ils ont retrouvé des formes avancées de cancer comme on n'en voyait plus avancer comme ça depuis de nombreuses années. Donc non, l'hôpital n'a pas tenu. Ça, c'est pas vrai. L'hôpital a fait du mieux qu'il a pu avec ce qu'il avait à ce moment-là. Mais dès lors que nous n'avons pas pu répondre au reste des missions de soins, ça veut dire qu'on n'a pas tenu. Ensuite, évidemment, la question, donc, elle n'était pas que sur le soin. Évidemment, il faut qu'on s'empare tous de ces questions, que ce débat puisse avoir lieu avec les soignants, qu'ils soient décisionnaires, puisqu'on le sait, dans le passé, nous avons été progressivement réduit à des simples avis consultatifs. Dans les hôpitaux, il faut savoir qu'avant, des médecins avaient un pouvoir décisionnaire. Aujourd'hui, les commissions médicales d'établissement, il y a un directeur, ça c'était sous Sarkozy, il y a un chef, un capitaine de bateau. Donc aujourd'hui, les soignants n'ont plus qu'un avis consultatif et non plus décisionnaire. Mais il faudrait... Le spectre, il doit être élargi à toute la santé. On est très polarisé sur le Covid, mais bien avant le Covid, nous avions aussi des questions liées aux médicaments qui concernent directement les patients dans leur vie de tous les jours. Des ruptures de stock de corticoïdes pour des patients qui ont de l'asthme, c'est très compliqué. Des ruptures de soins de certains anticancéreux, de certains antidiabétiques. Donc, chez les malades chroniques, ça pose la question, là aussi. La pénurie de médicaments, des choses comme ça. Aujourd'hui, avec le Covid, ce qui, moi, me met le plus en colère, en dehors de leur incurie, de leurs mensonges, qui se refusent effectivement complètement à être démocratiques. En plus, à cette époque-là, pour revenir brièvement sur les masques, c'était audible par la population. Écoutez, les stocks de masques n'ont pas été faits. Il faut privilégier les masques à destination des soignants. Chez vous, cousez ce que vous pouvez, prenez du tissu, aujourd'hui tout le monde a le masque en tissu, à l'époque on avait Sibeth Ndiaye qui vous expliquait que c'était compliqué, qu'il fallait avoir fait Mathsup/Mathsp pour savoir mettre un masque, qu'elle n'avait pas la technique, entre l'autre qui nous dit, qui était éploré de partir à la mairie et puis dire je savais que ça allait être une catastrophe, mais j'ai préféré faire campagne pour avoir un siège à Paris parce que je ne sais pas encore que 3 mois plus tard j'aurai 15 000 € à l'OMS, puisqu'à cette époque-là, elle ne savait pas encore qu'on lui trouverait un autre poste. Bref, dans tout ce micmac-là, c'était audible. Les gens, ils ne sont pas stupides. Ils auraient pu entendre, voilà, une erreur a été faite, nous n'avons pas les stocks, il faut privilégier ça pour les soignants, les autres faites ça. Non, au lieu de ça, on a préféré nous prendre tous pour des débiles mentaux, à nous expliquer qu'il fallait sortir, qu'il n'y avait pas de nécessité d'un masque. M. Véran disait, si votre médecin vous en prescrit pas, vous n'avez pas besoin de porter un masque dans la rue. Aujourd'hui, vous prenez 135 € si vous écoutez les conseils de M. Véran d'il y a 8 mois. Enfin, c'est quand même... Et alors que pour le coup, si vous, tout seul, vous allez à 23h, alors maintenant on n'a plus le droit avec le couvre-feu, mais si à 17h50, seul, en bas de votre immeuble, avec pas l'ombre d'un humain à 25 km, vous fumez une cigarette sans masque, là, vous allez aussi avoir une amende, alors que la seule chose que vous risquez de contaminer, c'est peut-être la poubelle à côté de vous. Bon, on marche sur la tête. Et ça, la seule chose dans laquelle ils nous enferment, du coup, c'est un espèce de truc complètement binaire. Vaccin, anti-vaccin...
Raoult, anti-Raoult, voilà, pour ne pas discuter de leur incurie, de leur confiscation de la parole des soignants, de celle des patients, etc. Voilà, ce qui me permet de conclure en rebondissant sur ce que vous disiez, Barbara. Effectivement, la nécessité qu'il y a eu de démocratie vers le patient dans la consultation, elle doit exister voilà, avec tout le monde de la même façon qu'un patient qui a un cancer. Vous ne lui dites pas, le mardi c'est chimio, jeudi tu te fais opérer, à 18h tu rentres parce qu'il faut du repos quand on a un cancer, donc à 20h30 tu dors, tu mets ci, tu mets ça, ça ne marche pas. Sans alliance thérapeutique, ça ne marche pas. Et là, il n'y a pas un projet de société entier où tous on décide comment on combat le Covid. Il y a effectivement un mec tout seul qui nous dit ce qu'on a le droit de faire, nous comment on a le droit de soigner ou pas, si on a assez de lits ou pas, et c'est lui qui en décide tout en continuant à enfermer en plus. Merci beaucoup Sabrina, et du coup ça nous fait une très belle transition vers la pratique gouvernementale et la façon dont on a pu la vivre côté assemblée et dont tu as pu la vivre Mathilde Panot en tant que parlementaire, avec cette pratique du Conseil de défense qui catapulte des décisions qui s'imposent à tous sans explication. On se souvient du coup de colère de Véran. Enfin, voilà. Quelle voix pour le Parlement, quelle voix pour les députés? Qu'est-ce qu'on peut faire en faveur de cette démocratie sanitaire? Alors déjà vous dire que c'est un plaisir aussi moi d'être avec vous ce soir, d'autant plus, je crois que c'est d'autant plus important le débat qu'on a que dans la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, en fait, le discours en fait, des gouvernants et des puissants aujourd'hui, c'est finalement que, 1, la démocratie est inutile, 2, qu'elle est inopérante, inefficace, qu'elle ralentirait les choses, et donc qui expliquerait qu'un homme tout seul descendu des cieux parle de temps en temps à la radio ou à la télé pour dire aux gens qu'est-ce qu'ils doivent faire, quand est-ce qu'ils doivent rentrer, avec combien de personnes ils peuvent, etc., etc. Donc il y a cette idée-là. Et puis la deuxième chose qui est très importante et que nous, on a pour le coup beaucoup vécu à l'Assemblée nationale, c'est une dépolitisation de la crise. C'est-à-dire que finalement, tout ce qu'on vit n'est pas du tout issu de choix politiques, n'a pas de conséquences des choix politiques qui sont pris aussi. Alors qu'il y ait eu 100 000 fermetures de lits en 20 ans, ça, c'est pas un souci. Qu'on ait choisi de ne pas mettre les 210 000 soignants qui l'auraient fallu en plus dans les EHPAD pour qu'on ait juste une possibilité de traiter dignement les personnes âgées dans notre société. Eh bien, ça, il n'y avait pas assez d'argent. Il n'y avait pas d'argent magique à l'époque, si vous vous rappelez, alors que, bon, ça coûtait 8 milliards. Ils avaient mis 4 milliards rendus aux plus riches avec la suppression de l'ISF en 2018, 4 milliards en 2019. Les 8 milliards, ils étaient vite trouvés. Hein. On a, tout à l'heure, Sabrina parlait des médicaments. 80% des médicaments avant qu'on consommait en France étaient produits en France. Maintenant, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que seulement 20% sont produits en France. Tout le reste est importé avec les problèmes qu'on connaît lorsqu'on connaît une crise sanitaire mondiale telle qu'elle est. Et donc, il y a une dépolitisation de ce qu'on est en train de vivre, avec en plus le discours qui répète tout le temps, mais regardez, c'est la même chose partout en Allemagne, en Angleterre, en oubliant que c'est faux, il y a des endroits où ça se passe différemment, mais qu'il y a une manière de dépolitiser ça. Et donc, en fait, nous, ce qu'on a cessé de nous dire à l'Assemblée nationale, c'est finalement, vous n'avez pas le droit de critiquer cela. En fait, il y a eu deux phases. Sabrina, elle a rappelé un peu la première phase. Il y a eu d'abord, juste avant le premier confinement, il y a eu une phase de déni extraordinaire. Alors, il faut quand même se rappeler. Donc, effectivement, Madame Buzyn qui dit le virus ne viendra jamais jusqu'à nous, pour finalement, le 16 février, se débaucher de son ministère de la Santé pour aller essayer de conquérir lamentablement et de s'écraser la mairie de Paris. On a, quelques jours après, un conseil des ministres dédié au coronavirus, sur lequel le seul truc qu'ils trouvent à faire, c'est de sortir le 49.3 pour éteindre la contestation populaire et le débat sur la question des retraites à l'Assemblée nationale. Donc, tout va bien, on a la marquise, circuler, il n'y a rien à voir. Et puis après, on se rend compte que quand même la situation est assez grave. Et du coup, le deuxième temps, je crois, il est marqué par l'intervention d'Emmanuel Macron, qui répète 6 fois dans son discours « Nous sommes en guerre ». Bon, au-delà du fait que c'est ridicule, parce que non, on n'est pas en guerre, on n'a pas un virus qui aurait une stratégie militaire, je ne sais quoi. C'est une manière, en fait, de renforcer tous les défauts que nous, on donne à la Ve République, c'est-à-dire un pouvoir extrêmement concentré sur un homme. Alors là, ça s'est vu de manière caricaturale. Je veux dire, au début du premier confinement, déjà, l'Assemblée était un cluster, donc on a arrêté l'Assemblée. Bon, voilà, au moins, c'était clair. Et puis, quand finalement, on a pu revenir à l'Assemblée nationale, on avait une séance de 2 heures de questions au gouvernement.
Le comité de suivi qui devait être mis en place, la mission d'information sur le Covid, oh ben on verra en mai, après le premier confinement. Nous, c'est pour ça qu'on a fait notamment la commission d'enquête, parce que il y avait un refus de l'installer à l'Assemblée nationale. Bon, d'ailleurs, après, quand ils l'ont finalement mise en place, on avait 1 minute de temps de parole par député pour poser des questions, pour qu'ensuite, ils l'enterrent exactement comme ils enterrent celle sur Benalla, c'est-à-dire que maintenant, on est une des seules démocraties, quand même, dans lequel il n'y a pas un seul comité de suivi parlementaire sur la question du Covid, ce qui est quand même absolument hallucinant. Donc, on avait ces 2 heures de temps de parole, et donc nous, on a mis en place la commission d'enquête, parce qu'il y avait des mensonges de partout. Alors, on se rappelle, Emmanuel Macron qui dit sans rougir, il n'y a jamais eu de pénurie de masques, jamais, ça n'a pas existé. Il y avait donc toute cette partie sur dire il faut faire l'union nationale, on n'a pas le droit de critiquer, on n'a pas le droit de discuter en fait de ce qui se passe. Donc en fait un étouffement démocratique sur cette question-là et un renforcement des pouvoirs du président et de l'exécutif jusqu'à aller effectivement avec des conseils de défense qui sont réunis pratiquement toutes les semaines. Donc qui contrairement au Conseil des ministres, pour que tout le monde comprenne bien, Conseil des ministres il y a un compte-rendu, Conseil de défense vous êtes couvert par le secret défense. Donc en fait avec des militaires, on ne sait pas ce qu'ils vont faire là-dedans, mais bon. Et en fait, qui est en fait un gouvernement secret qui, en fait, permet juste aux ministres concernés d'échapper à la haute cour de justice, parce que c'est quand même ça le fond de l'histoire. Donc on se retrouve avec ce Conseil de défense, avec des réunions régulières avec le Premier ministre, pour finalement faire un comité de suivi parlementaire, comme ça ne sert à rien d'avoir des débats dans l'hémicycle, où nous, on a assez vite arrêté d'aller. Pourquoi ? Parce que leur truc, c'était, on arrivait, donc il y avait le Premier ministre qui était là, qui nous expliquait des choses avec des courbes, etc., qui nous disait « Ah, bah, Emmanuel Macron va parler demain, il va parler de quoi ? Il va annoncer quoi ?» Bon, on ne sait pas, donc on ne sait pas ce qui va être annoncé, donc bon, en plus, c'est un peu du foutage de gueule, quoi. Et pour nous dire après, devant tout le monde, à la presse, c'est exactement ce qu'ils ont fait, par exemple, sur le report des élections municipales, pour dire ensuite « Regardez... en fait, c'est une décision qui a été prise à l'unanimité par tous les groupes politiques du pays et donc à nous associer à leur décision. Et donc la commission d'enquête parlementaire, pour nous, elle était importante. On a fait une centaine d'auditions parce qu'elle permettait déjà de raconter une histoire populaire de la gestion du Covid et pas le discours gouvernemental où, je vous rappelle, en plus, à l'époque, il n'y avait plus que les ministres à la télé qui racontaient donc leur propre version de l'histoire. Elle a été importante aussi, on l'a appelée mensonge et fiasco de la gestion du Covid, donc pour montrer aussi comment cette crise a été gérée, les solutions aussi qu'on voulait importer. Et je trouve ça intéressant ce que disait Sabrina tout à l'heure sur le fait qu'à un moment, effectivement, il y a eu une sorte de démocratie sanitaire avec un hôpital qui a tenu, bon, que sur le Covid, tu le précisais, mais avec des soignants à qui on a laissé en fait le pouvoir de s'auto-organiser pour faire face à cette crise-là. Et en fait, la démocratie sanitaire, moi je pense qu'il faut qu'on aille même un peu plus loin sur cette question-là. C'est-à-dire qu'une des choses qui n'a pas été faite, par exemple, pendant le premier confinement, c'est justement de laisser des collectifs de travailleurs et travailleuses partout dans le pays s'auto-organiser. Je donne des exemples. Il y a eu des endroits, quelques endroits, où des collectifs se sont organisés pour réorienter leur outil de production, pour faire, je ne sais pas, du gel hydroalcoolique, des masques, je ne sais quoi. Mais en fait, on a besoin de cette intelligence collective. On aurait besoin, justement, plutôt qu'un seul homme décide seul dans son coin de choses, en plus, qui donnent des mauvaises décisions, qui sont absurdes et qui sont quand même une restriction de la liberté, comme on n'en a pas eu depuis l'occupation. Eh bien, on aurait besoin d'avoir une mobilisation générale sur cette question-là, avec des collectifs de travailleurs et travailleuses qui pourraient justement eux-mêmes dire comment est-ce qu'ils peuvent aider à la situation du pays, pour dire aussi comment est-ce qu'ils peuvent se protéger, parce que là aussi, il y a une expérience certaine. Et ce qu'a préféré faire ce pouvoir, c'est je bouche les oreilles, je n'écoute aucune des propositions de l'opposition, je n'écoute aucun des professeurs qui proposaient des choses, des lycéens qui proposaient des choses. Moi, je me suis dit quand même, on est en 2020, l'année dernière, et il y a des lycéens qui manifestent pour leur sécurité sanitaire en proposant des petits groupes, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais moi, quand j'étais lycéenne, je manifestais pas du tout pour des
des choses comme ça. Enfin, faut quand même se rendre compte de ce que ça veut dire, quoi. Et donc, je crois que, peut-être pour arrêter, parce qu'après, va y avoir beaucoup de choses, mais je crois que, en fait, ce que marque aussi cette crise du coronavirus, c'est aussi l'essoufflement d'un modèle d'une 5e République avec une ultra-concentration sur un seul homme, et justement, la nécessité d'avoir ce pourquoi nous, on se bat, c'est-à-dire cette constituante, et de remettre à plat les règles du jeu, d'une démocratie qui a passé des seuils d'un autoritarisme énorme, à tel point que ce gouvernement, plutôt que de s'intéresser un peu à la situation d'explosion de pauvreté dans le pays, de licenciement, etc., ne trouve rien de mieux à faire que de profiter, je dis juste ça pour la fin quand même, hein, parce qu'ils ont été très occupés pendant 11 mois. Hein. Et donc ils ont fait signer pour le premier confinement un accord de libre-échange avec le Vietnam et avec le Mexique, je crois, non ? Ensuite, ils ont trouvé bon de lancer les enchères sur la 5G. Ah, ça devait être, en plus, en traitant les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat d'amiches qui s'éclairent à la lampe à huile, de nous faire une loi sécurité globale, de nous faire une loi séparatiste, parce que, comme on dit, pour la répression, il y a toujours le temps d'aller taper sur Farida et les autres soignants en général. Et quand même, ça marque une démocratie où, là aussi, c'est important de le rappeler, et Sabrina l'a fait, une démocratie où, même avant ce temps de coronavirus, on avait quand même des soignants et des soignantes qui se battaient depuis plus d'1 an et demi, voire encore plus, sur cette question-là, mais déjà qui étaient en grève depuis plus d'1 an, et qu'on n'a largement pas écouté. Et ça dit quand même quelque chose de la nécessaire révolution citoyenne qu'on appelle de nos voeux. Merci beaucoup Mathilde. Merci en fait à toutes les trois pour ces propos introductifs. Donc il y a beaucoup de questions qui nous sont posées dans les commentaires. N'hésitez pas à continuer à le faire. On me donne le hashtag, c'est LJDP, comme les jeudis du programme. N'hésitez pas à nous interpeller, à poser des questions. Peut-être pour commencer par des questions qui ont été posées dans le chat. Et en m'adressant à toi, Sabrina, il y a beaucoup de questions sur que peuvent les soignants dans cette reprise en main de la démocratie sanitaire. Comment faire ? Il y a notamment une question sur le rapport de force via la grève de Egomduk, la personne qui nous pose la question, puisque le système de grève est de fait impraticable pour les soignants, du fait de la continuité du soin. Comment agir ? Pourquoi les soignants sont mis de côté ? Une question de Nicole qui nous demande pourquoi les médecins généralistes sont mis à l'écart. Il y a beaucoup de questions là-dessus, sur que peuvent faire les soignants. Alors, pour répondre à la première chose, la grève aujourd'hui est un petit peu plus facile que ce qu'on pourrait penser. On peut se mettre en grève en soignant. Puisque aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été le cas quasiment de toute la PHP lors des grandes grèves du collectif Interurgence, c'est-à-dire que comme nous avons une mission effectivement de permanence de soins, le fait est que le flux est tellement tendu que vous êtes un gréviste assigné. Donc, en fait, il n'y a pas de perte de salaire, etc., qui font que, néanmoins, ça reste une démarche relativement fatigante, parce que, d'abord, il y a des pressions, il ne faut pas se le cacher, hein, il y a eu, ça a participé aussi de la naissance du collectif interhôpitaux, hein, puisqu'au départ, le collectif Interurgence ne concernait que des paramédicaux, hein, donc des infirmiers, des aides-soignants, etc. Et eux-mêmes ont été soulagés et ont appelé du pied la communauté médicale, donc des praticiens hospitaliers de l'hôpital, pour que ça soit aussi un soutien qui empêche ces pressions-là des chefferies de service, parfois, etc. Parce que ça reste compliqué d'être le gréviste. Des salles de réunion ont été fermées, là où ils se réunissaient pour penser les actions qu'ils allaient faire, etc. Donc, ou des convocations, bureau du directeur. Donc, il y a effectivement quand même nécessité d'avoir un point d'appui assez fort. Donc, il y a cette possibilité-là. Néanmoins, force est de constater que même avec tous notre en grève dans le dos, le seul moment qui a représenté, en tout cas à l'époque, un moment de bascule, ça a été le jour où les urgences de la Riboisière se sont retrouvées dans l'incapacité de recevoir les malades suite à des arrêts maladie consécutifs. Rappelez-vous, à l'époque, Madame Buzyn a dit qu'il y avait des dévoiements des arrêts maladie.
Ce qui est assez impressionnant parce que la vérité, c'est que si tous ceux qui devaient être en arrêt maladie étaient en arrêt maladie à l'heure actuelle, probablement il n'y aurait plus un service qui tournerait normalement. Aujourd'hui, le nombre de gens malades qui travaillent, que ce soit de fatigue, de dépression, de burn-out, ou ne serait-ce que sur des choses toutes simples, organiques, type vous avez une gastro-entérite, mais aujourd'hui les salaires sont tellement bas que moi, il m'arrive pas un mois sans qu'une infirmière refuse un arrêt de travail parce qu'elle peut pas se passer de son salaire et qu'elle va avoir sa journée de carence. Donc si tous ceux qui devaient avoir un arrêt maladie l'avaient, on n'en serait pas là. Néanmoins, donc ce seul moment de bascule, pour finir avec ma digression, est le moment où donc il y a eu ces arrêts maladie à la Riboisière et qu'ils ont été obligés de débrayer. La Riboisière, c'est le plus gros, c'est l'hôpital qui draine la plus grosse population aux urgences, si je ne m'abuse, il faudrait fast-checker, et qui est en plein centre de Paris. Donc quand vous avez cet hôpital-là qui est obligé de débrayer sur les autres, là, d'un coup, il y a eu un éclatement de la bulle médiatique qui s'est emparée de ce sujet. Et c'est là où, dès lors, ça a commencé à être problématique pour eux. Parce que, bon, maltraiter les soignants, bon, les gilets jaunes, c'est vrai, ils sont gros, ils sont beaux, ils mettent des gilets qui sont jaunes, c'est moche le jaune, ils sont antisémites, ils sont homophobes, ils sont racistes, ils sont... Bon, ça va, on peut... Bon... Les gens qui toute la journée vous soignent, vous lavent, c'était plus compliqué à faire passer l'idée. Donc ils se sont dit bon, comment on va faire? Alors là, très vite, à l'époque, ça ne touchait que Paris. Martin Hirsch s'est dit vite, on va leur proposer un truc, faut pas que ça s'étende ailleurs. Bon, et puis nos collègues ont super bien tenu, ils ont dit non. Parce qu'effectivement, on essaye de vous proposer une petite augmentation de ci, de ça. Et puis bon, ils ont tenu le coup, ils ont dit non. Et effectivement, le mouvement a essaimé dans toute la France. Donc à mon avis, il faut que nous, on puisse travailler à ça. À comment redonner une impulsion à une grève généralisée qui, malheureusement, ne nous montons pas dans le contexte là tout de suite est compliqué, parce qu'on sature, qu'on a trop de malades et que c'est compliqué de faire débrayer des services d'urgence. Néanmoins, j'aurais préféré qu'on n'ait pas à le faire. Néanmoins, en passer... par des moments où on fait des menaces de débrayage ou bon, il y a eu de nombreuses menaces de démission collective, etc. Ou par de l'occupation. Clairement, je crois, on a vu au bloc à Toulouse, d'ailleurs, elles ont réussi à gagner les IBOD du bloc opératoire de Toulouse. On fait une occupation des bureaux de la direction. Me semble-t-il que c'est les bureaux de la direction. Bon, elles ont eu gain de cause. Donc je crois qu'il faut qu'on puisse tous se retrouver au sein de ces collectifs-là, parce que la dispersion, ça nous coûte aussi. C'est pour ça que j'étais pas très en faveur, moi, de certains collectifs qui se sont montés à part. Il y en a qui existent déjà, que sont Interurgence, Interhôpitaux. Je crois qu'il faut s'amalgamer, y compris la ville, autour de cela, quitte à les agrandir. Moi, je suis médecin en ville, aux urgences médicales de Paris, et je suis avec le collectif Interurgence, ça n'empêche pas. Pour pouvoir être plus forts ensemble et mener ça. Je crois qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, et donc, y compris, pour moi, c'est aussi la place des médecins généralistes, et je crois qu'on pourrait tout à fait créer un à-côté dans la lutte, puisque nous, on est des médecins, on fait de la médecine générale, en plus de la médecine d'urgence, ce qui ne nous empêche pas d'être aux côtés des collectifs Interurgence. Donc je pense que dans le Covid, c'est compliqué, mais que très vite, il faut qu'on trouve ces moyens de mener un rapport de force, parce que de toute façon, on n'a que ça. Ils ne nous écouteront pas. La vie des soignants ou la vie des patients, ils en ont pique-pendre. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est mener un véritable rapport de force. Mais, tout à fait. Ça me fait penser ce que tu dis là, notamment fermer les salles de réunion, en fait, supprimer un peu les conditions concrètes de l'organisation des soignants. Ça fait écho à ce que Barbara Stidler raconte dans Du Cap au rêve, sur le fait qu'y compris à l'université, parfois, ce même genre de méthodes sont appliquées. Et il faut bien voir que ça fait 1 an désormais que les universités sont fermées, ou plus ou moins, enfin, dans des conditions assez difficiles. Comment on fait des ponts ? Comment on fait cette démocratie sanitaire? Comment on la construit justement à partir des liens entre les luttes? Car je crois que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup, Barbara. Oui, beaucoup, oui. Le chantier est immense. Je vais juste esquisser quelques lignes. La première chose, c'est la question de la santé. Elle est en train de commencer à devenir une question politique. Pendant très longtemps, dès qu'on parlait de santé,
on parlait de je ne sais quoi, de quelque chose de transcendant, de sacré, voilà, on était dans un régime un peu infantile, hein, on s'agenouillait devant une instance mystérieuse, la santé, qui paralysait complètement toute discussion politique. On a retrouvé des traces de cette attitude infantile dans cette crise, puisque on l'a pas cessé de l'entendre, ça a été utilisé, vous le rappeliez, sans arrêt ad nauseam. Hein, là, on parle de santé, donc il n'y a pas de discussion possible, c'est sacré. Hein. Mais on l'a trouvé donc du côté du pouvoir, mais aussi un peu partout. Hein. Oh là là, c'est la santé. Bon, il faut vraiment déjà, premièrement, se rendre compte que la santé, c'est une question politique. Et un des moyens de le comprendre, c'est de travailler, d'entrer dans les questions de santé publique. Parce que faire de la santé publique sérieusement, si on fait de la santé publique sérieusement, tout le monde ne fait pas de la santé publique sérieusement à mes yeux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent la santé publique de manière assez dévoyée, peut-être que j'aurai le temps d'en parler, mais si on fait ça sérieusement, c'est forcément politique. On est obligé de s'affronter à des questions sociales, économiques et politiques, et donc ça, c'est une entrée fondamentale. Or, il y a une inculture massive sur ces questions-là, dans tous les milieux, y compris les milieux médicaux, évidemment, mais aussi les milieux universitaires, les milieux politiques, les milieux citoyens en général. Donc il est temps déjà de politiser cette question de la santé. Si les soignants aujourd'hui ont tant de mal, c'est aussi parce que c'est des professions, à part les infirmières qui, dans les années 80, ont commencé à se structurer en mouvement politique, qui a croisé d'ailleurs des luttes autour des femmes, hein, etc., mais pas uniquement. Bon, il y a eu ces mouvements-là, il y a eu des mouvements de sages-femmes aussi, mais c'est vraiment tout neuf. Donc il faut être un petit peu, je n'aime pas ce mot, bienveillant à l'égard de ces mouvements, parce qu'ils sont tout nouveaux, en fait. Donc il faut arrêter de les condamner si sévèrement, en disant, bah voilà, c'est ce que j'entends sans cesse, hein, bah ouais, mais bon, ça marche pas, voilà, les soignants, ils sont pas au rendez-vous, on essaie de faire des trucs, on n'arrive à rien, et les gens s'auto-désespèrent eux-mêmes, et entrent dans une déploration infinie, parce qu'ils oublient de se rendre compte qu'on est au tout début du chemin. On n'est pas, voilà, c'est comme si on condamnait le mouvement des mineurs ou le mouvement des ouvriers quand ils ont commencé dans les premiers mois, les balbutiements. Il a fallu un siècle pour construire un socialisme sur la classe ouvrière. Enfin, je veux pas vous déprimer, mais je veux dire, ça prend du temps, voilà. Donc ça, c'est une première ligne. Déjà, politiser la question de la santé. Où est-ce qu'on politise la question de la santé? Où? La question du lieu. Partout, en fait. On politise partout la question de la santé. Alors, pas exactement partout. Dans un supermarché, c'est peut-être plus compliqué que... Mais quoique, en fait, tous les lieux sont susceptibles d'être des lieux de politisation sur la santé. Évidemment, l'hôpital, bien sûr. Et là, il faut entrer au combat. C'est extrêmement difficile, vous l'avez rappelé. C'est extrêmement hostile, c'est un milieu très militarisé, hein, je le dis souvent comme ça, très hiérarchique, qui en plus aujourd'hui est gangréné par le management, hein, donc par une gestion gestionnaire qui détruit l'hôpital à petit feu, hein, comme on commence maintenant à le voir, et l'opinion publique le voit aujourd'hui. Hein. Il faut voir que l'opinion publique en avait une très vague... l'opinion publique, pardonnez-moi, hein, cette catégorie floue. Disons que dans le public, on en avait une vague conscience. Mais avec ces 1 an, maintenant, les gens commencent à comprendre. Il y a effectivement vraiment un grave problème. Je pense que ce sera un thème majeur des affrontements politiques à venir pour la campagne. Donc là, il y a quelque chose qui a été gagné, de fait. Forcément. Donc, et bien sûr, il y a l'hôpital. Mais comme vous le disiez, il y a la ville et la campagne. Enfin bref, les lieux de soins, hein, les lieux de soins quels qu'ils soient, EHPAD, maisons pour handicapés, etc., etc. Il y a bien sûr les institutions d'éducation. Toutes les institutions d'éducation doivent servir à politiser la question de la santé. Par exemple, l'université, la fac de médecine. C'est impressionnant. Moi, je suis allée voir les étudiants en médecine en pleine crise du Covid-19. Je leur ai dit, avez-vous vu vos enseignants? Ils m'ont dit, ça y est, on en a vu quelques-uns. Bon. Il faut dire que les étudiants en médecine ne voient pratiquement jamais d'enseignants parce qu'ils mangent de la capsule depuis 10 ans. Hein, ils mangent du Zoom ou de la capsule vidéo depuis 10 ans, et c'est en partie de leur faute d'ailleurs, parce que ça leur convient assez bien, parce que ça leur permet de consommer leur petite capsule quand ils en ont envie. Ils sont très débordés, hein, ils ont plein de choses à faire. Voilà, mais... Là, ils ont repris contact avec leurs enseignants, et en réalité, ils m'ont avoué qu'ils n'avaient eu aucune discussion sur la crise sanitaire. Aucune. On leur a asséné la bonne conduite du bon soldat qui doit montrer l'exemple en ne faisant pas de fête. Un point, c'est tout. Il n'y a pas eu la moindre discussion pédagogique, scientifique, avec les
professeurs de faculté de médecine vis-à-vis des étudiants. Voilà ce qui se passe dans les CHU. Peut-être pas partout, mais c'est massif, c'est grave. De même, dans les universités, voilà l'université en général, un lieu dans lequel on doit penser la question de la santé, à la fois sur le plan de la recherche et sur le plan de l'enseignement, de manière politique. Ça n'est pas du tout assez fait. Mais je pense que cette crise va nous convoquer à le faire. Donc, ces lieux-là, et bien entendu, l'école, plus généralement, le lycée, ça doit être un lieu où la citoyenneté dans le rapport à la santé doit être développée. Et plus généralement, il faut que ces questions de santé deviennent des questions qui passionnent les politiques, qui passionnent les citoyens. Là où j'ai des motifs de me réjouir, même si je rejoins votre constat extrêmement négatif, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les 1 an abominables que nous venons de traverser, qui sont malheureusement qui ne s'achèvent, la crise ne s'achève pas aujourd'hui, nous convoquent à ça. Exactement comme dans le champ de l'environnement. Les deux marchant de pair. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, la grande piste, c'est qu'effectivement, il faut des lieux pérennes pour développer, en fait, un savoir commun, collectif, une pensée critique, une pensée collective, une expérimentation collective autour des questions sanitaires, environnementales, qui croisent des questions de science. Et ça, évidemment, il y a des hauts lieux pour ça dans le pays. Parmi les hauts lieux, il y a à nouveau les institutions d'éducation qui doivent beaucoup plus s'ouvrir aux citoyens, aux mouvements sociaux. Et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, à l'université. Mais c'est très difficile, parce que l'université, depuis 20 ans, elle est en train de se refermer. Elle est en train d'être numérisée, elle devient complètement opaque. Les étudiants eux-mêmes ne savent même pas quels cours se donnent, je parle avant le confinement, à l'étage d'à côté, puisque de toute façon, tout est numérique, il n'y a plus aucun accueil, l'université se referme, il n'y a plus d'auditeurs libres, c'est fini. Vous voyez, et ça devient de plus en plus, en fait, des parcours individualisés. On est là pour capitaliser des compétences, des performances, et on perd l'idée de lieux ouverts aux citoyens, à l'ensemble des forces qui traversent la société, pour penser ensemble des questions aussi cruciales que la question de la santé. Donc il est extrêmement urgent qu'on reprenne possession de ces lieux, qu'on se batte, et qu'on construise qu'on sécurise en fait dans ces lieux quelque chose de pérenne, des espaces et des temps récurrents sur le temps long pour, c'est ce qu'on essaie de faire, nous, dans une ville comme Bordeaux, avoir des hauts lieux, comme ça, où on se réunit pour penser ensemble, avoir de l'expérimentation, du retour d'expérience. C'est fondamental. Ouais, vas-y. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez. J'ai un léger désaccord sur le fait que ce soit nouveau. Il y a eu un passé où les lobbies, en tout cas sur les médecins, étaient relativement importants au sein de l'Assemblée, où donc il n'y avait pas besoin d'émettre des manifestations, au besoin même d'eux. Il suffisait d'une petite explication sur le secteur 1, le secteur 2, ou sur la possibilité de consultation privée, et puis c'était réglé par un pseudo-conseil des ministres ou une allocution. À l'époque, on se rappelle Patrick Pelloux, la canicule, et puis bon, à l'époque, les institutions et puis les lobby, en tout cas de médecins à l'Assemblée, avait l'oreille du gouvernement. Et c'est là où, par contre, je vous rejoins sur le fait de se réjouir. C'est-à-dire que là où avant, justement, tout ce qui appartenait un petit peu à la classe bourgeoise du corpus du soin, puisque malheureusement, aujourd'hui, sur les paramédicaux, on fait partie de la dernière classe en Europe. Néanmoins, tout ce qui est sur l'appartenance au corps médical, surtout dans la sphère privée, ceux qui font du secteur 2, mais même à l'hôpital, même si aujourd'hui les salaires restent en regard du travail fourni, selon moi, pas à la hauteur, mais malgré tout permettent un mode de vie tout à fait convenable par rapport à la situation globale du pays. Néanmoins, ils ne sont plus écoutés. Et là, il y a quand même ce moment hyper nouveau
Moi, je me rappelle au collectif Interhôpitaux, la première AG, quand vous venez à revoir les impairs Burberry et les vêtements Ralph Lauren dans les amphithéâtres, voter en AG une grève, la grève du codage, on se dit qu'on n'est pas loin de la révolution. Là, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai croisé des anciens chefs de service qui, quand je militais en 5e, 6e, où j'étais début d'interne, me souriaient gentiment, me tapotaient sur l'épaule. C'est bien, quand on est jeune, il faut des gens comme toi. Puis là, qui était en train de lever la main en AG, ceci est intolérable, on peut plus soigner nos patients. Donc effectivement, là, il y a eu une bascule. C'est-à-dire que, et on l'a vu d'ailleurs en dehors de la santé, notamment là, sur les universités aussi, où y compris, voilà, des domaines qui a priori n'étaient pas en révolte vis-à-vis du pouvoir. Maintenant, on l'a vu chez les avocats aussi, où voilà, toute une forme de cette classe sociale bourgeoise qui plutôt avait l'écoute du pouvoir, là ne l'a plus. Donc effectivement, là-dessus, je crois que tout n'est pas tout nouveau, mais avant il n'y avait pas besoin d'arriver jusque-là, et là maintenant, y compris ces gens-là n'ont plus l'oreille. Et il y a tout un tas de gens pour qui, notamment qui ont voté Macron, pour qui, enfin nous, moi, on se retrouve à beaucoup ce retour de certains confrères qui ne s'attendaient pas à ça. Et alors le mépris de leur consoeur en plus via Madame Buzyn, il y a eu quand même une sorte, certains à Paris l'avaient même côtoyé comme co-interne, co-chef, et là il y a eu un espèce de... J'ai une explication pour ça. Moi je pense que c'est tout à fait parallèle avec d'autres pays, mais je vais parler de la France. En fait, le néolibéralisme, le nouveau libéralisme, que j'ai étudié de près, celui qui m'intéresse le plus, c'est pas le laisser-fairisme thatchérien, qui donc abandonne, vend à la découpe le service public au marché de manière brutale et claire et nette, le laisser faire. Moi, celui qui m'intéresse, c'est le nôtre, le français, Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à Macron, mais en fait ça remonte aux années 30 américaines, hein, c'est l'idée que l'État doit transformer les institutions publiques pour transformer les individus, transformer par des politiques publiques le sens de la santé, le sens de l'éducation, etc. Donc en fait, le néolibéralisme qui m'intéresse se passionne pour l'hôpital, se passionne pour l'université, se passionne pour l'école, et loin de l'abandonner, voilà, au contraire, passe son temps à le réformer. Donc cette mutation que vous décrivez très justement, elle remonte très clairement aux années Sarkozy, où on a une mutation de ce qu'est le droit, une mutation de ces métiers de droit, d'université. Rappelez-vous la loi sur l'université, la LRU. Mutation de l'hôpital, rappelez-vous la loi HPST, etc., etc. La T2A, bon, et une mutation sur ce que c'est que soigner, ce que c'est qu'éduquer. Donc on s'en prend en fait à des gens qui sont plus ou moins des notables, qui sont plus ou moins privilégiés, qui appartiennent plus ou moins à la classe bourgeoise. On transforme de manière extrêmement brutale, soudain, sans leur avoir donné leur avis, le sens de leur métier. Effectivement, on ne les écoute plus, on ne cède plus on ne les laisse plus faire, parce qu'avant, les universitaires faisaient un peu ce qu'ils voulaient, les hospitaliers aussi, ils avaient la main. Hein. Et là, on a un État néolibéral très autoritaire qui va envoyer des managers pour véritablement changer ces institutions. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, nous, qui sommes dans ces institutions, universités, hôpital, écoles, dans des lieux stratégiques sur le plan politique. Parce qu'il va falloir tenir des lignes politiques de manière très dure, là, parce qu'on a affaire à des adversaires déchaînés, et nous avons vraiment une vision absolument incompatible avec la leur. Donc le combat, il est très, très, très dur depuis ces années-là, et c'est mondial, hein, c'est pas... Ce néolibéralisme étatique est tout à fait, n'est pas spécifiquement français. Donc je vous rejoins complètement, et par ailleurs, je ne disais pas tout à l'heure, parce que vous parliez d'un désaccord, qu'il n'y avait pas de politique publique de santé. Il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des politiques publiques de santé. La santé a toujours été très importante pour la politique. Que les médecins que c'était tout nouveau de se mettre en mouvement, mais effectivement, parce que jusque-là, il n'y avait pas tellement besoin de le faire. D'accord. En fait. Dans ce cas-là, c'est que évidemment, les médecins, les libéraux, par exemple, les lobbies, comme vous dites, étaient très mobilisés. Mais justement, pour moi, c'est pas de la politique. À partir du moment où on entre en politique quand on sort de la logique des lobbies. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas je viens pour prêcher pour ma corporation, pour avoir mon bout de gras, pour mon métier, etc. Ce qui peut tout à fait se défendre. Hein. Je ne suis pas contre. Hein. C'est complètement logique. C'est la logique des intérêts. On défend les intérêts de notre profession, très bien. Mais la politique, c'est pas ça. Entrer en politisation, c'est lutter dans un champ de force pour une certaine vision collective, etc. Et c'est là où c'est tout à fait nouveau. Oui, c'est ça. Ouais. C'est de ça qu'on peut se réjouir.
réjouir. C'est qu'effectivement, on est passé de la lutte corpo, et comme maintenant celle-ci ne passe plus, il a fallu qu'ils entrent en politisation. Et ça, c'est chouette. Le temps passe très très vite et on a plein de questions. Donc, peut-être Mathilde d'abord, tu voulais réagir à cet échange Juste rapidement pour rebondir sur ce que disait Barbara Stiegler à l'instant, sur, je crois, c'est à la fois la nécessaire politisation de la santé et aussi le fait de réinvestir et de retrouver les lieux. Je crois que ça, c'est très important pour 2 raisons principales. Il y en a une que vous aviez rappelée au début, mais je crois qu'il va falloir qu'on redise ça régulièrement, c'est que, en fait, on essaye de nous faire croire qu'on est en train de vivre une sorte de parenthèse, en fait. Et en fait, ce n'est pas une parenthèse, notamment parce que quand on voit... oui, alors il y a une stratégie qui est mise en place, etc. Mais même en dehors de ça, on voit, quand on voit les travaux des chercheurs sur notamment les origines écologiques du virus qu'on est en train de vivre, on voit qu'en 50 ans, les zoonoses, donc les maladies transmises des animaux aux hommes, ont été multipliées par 10. Et que malheureusement, à l'avenir, on risque d'avoir des répétitions de ce type de pandémie qu'on est en train de vivre, notamment quand on continue à déforester massivement, à détruire les écosystèmes dans lesquels vivent ces animaux, et puis à avoir des élevages intensifs et concentrationnaires d'animaux. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça va dans le sens de ce que vous disiez, qui me paraît important, c'est que une des autres stratégies que, pour le coup, il faut absolument combattre. Vous parliez de la politisation, par exemple. Quand est-ce qu'on a discuté à l'Assemblée nationale du fait qu'en Seine-Saint-Denis, il y ait 180% de taux de surmortalité lors du premier confinement? Quand est-ce qu'on a discuté de ça? Jamais. On n'en a jamais discuté. De même que une des choses qui est dans tout le discours public des puissants, c'est de dire, d'ailleurs ça se voyait très bien avec, c'était Castex qui disait ça pour savoir s'il y aurait ou non un 3e confinement, qui faisait flotter le doute en plus du pseudo-confinement qu'on a actuellement avec le confinement à 18h, qui est absurde jusqu'à n'en plus pouvoir. Bon, bref, il disait, si les Français sont sages, s'ils se tiennent bien, eh bien, il n'y aura pas de 3e confinement. Et ça, c'est une manière, en fait, bon, d'infantiliser les Français, ça c'est évident, mais en fait, de remettre la responsabilité individuelle sur les gens, et donc de ne plus interroger les choix collectifs, et de ne plus interroger par quel choix collectif aussi on peut sortir de l'impasse dans laquelle on est, et donc là aussi de dépolitiser les choses. Et je crois que c'est du coup d'autant plus important de ravoir ces lieux, de retrouver des vies sociales réelles à l'heure où quand même on a des Français et des Françaises qui sont en train de crever de solitude partout dans le pays, et particulièrement dans la jeunesse d'ailleurs, ce qui est quand même particulièrement inquiétant. Et donc je crois que c'est important de remettre cette vie sociale réelle, ces choix politiques, et que alors il y a du discrédit très fort qui a été mis sur les politiques à juste titre pour tous ceux qui ne tenaient aucune de leurs promesses, qui dégoûtaient les gens de la politique, etc., etc. Il y a un dégoût de la politique qui a été créé. Et pourtant, dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre, jamais la politique n'a été aussi importante. Pas la politique des politiciens, mais la politique comme la manière dont on veut vivre ensemble et dont on peut vivre ensemble. Parce qu'en fait, la question, elle n'arrive même plus à veut vivre, mais comment on peut vivre ensemble pour surmonter quasi une crise de civilisation, en fait. Il y a beaucoup de questions, et notamment, j'essaye de voir pour faire des paquets de questions potentielles et de thèmes. Il y a beaucoup de questions qui rejoignent un sujet que vous avez commencé à évoquer, qui est le caractère public de l'hôpital, de l'université, et donc qui questionne aussi quel rôle de l'État dans cette gestion des lieux potentiellement où la démocratie sanitaire peut s'exercer. Donc il y a des questions sur le partage du travail engendré par le Covid entre hôpitaux publics, hôpitaux privés, quel rôle de la médecine libérale, etc., etc. Qu'est-ce que c'est votre opinion, vous, sur cette articulation publique-privée dans la gestion de la crise sanitaire? Comment, peut-être chacune à votre poste de combat, puisqu'il y a un combat à mener, vous l'avez vécu? Peut-être Sabrina, sur la question hôpitaux publics, hôpitaux privés? Alors, malheureusement, j'ai pas eu le temps de beaucoup m'intéresser à cette question. Je sais qu'il y a eu un gros déficit, me semble-t-il, mais ça, je crois que et Barbara et Mathilde répondront sûrement mieux que moi, puisqu'elles doivent avoir connaissance
Malgré tout, depuis mars, j'ai été très occupée à soigner les gens et après à me reposer de ça. Néanmoins, en Île-de-France, ce partenariat, c'est très bien fait. Donc nous, en Île-de-France, on n'a pas eu ce sujet-là. J'ai su par contre que dans beaucoup d'autres régions de France, effectivement, on voyait nos collègues des cliniques privées se tenir prêts à accueillir des patients et que pendant ce temps-là, on envoyait des patients en train dans d'autres pays. Là aussi, à grand coup de communication et dans l'Est, en Allemagne, etc., ou en avion. Alors c'est super, ça a l'air hyper moderne, etc. Bon, est-ce qu'on se demande juste 2 secondes quand vous avez votre mari, votre femme ou votre enfant dans un autre pays, que vous vous dites qu'il est dans le coma, que quand il va se réveiller, personne ne parle sa langue. Bon, enfin, humainement parlant, ça avait l'air de faire des superbes photos de trains tout équipés et d'avions dans Paris Match. Humainement parlant, moi, je trouve que c'est une horreur. Et en termes de mobilité de personnel, c'est une catastrophe parce qu'il vous fait un nombre de soignants par malade dans un acheminement pareil qui est complètement délétère. Et pendant ce temps-là, vous avez personne dans l'hôpital à côté. Tout comme aujourd'hui, quand on passe nos temps à SMURer des patients d'hôpitaux en hôpitaux, c'est à chaque fois une équipe de SMUR. Donc il faut un médecin, un infirmier, un ambulancier, un aide-soignant pour transférer un patient vers une réanimation. Pendant ce temps-là, ces médecins qui sont pas dans leurs hôpitaux. Et pour répondre avant donc à la question de l'université, évidemment, il faut qu'on retrouve... il faut que d'abord que ce lieu, effectivement, il revienne politique. Aujourd'hui, c'est très surprenant. Je veux dire, vous allez être un médecin, vous allez quand même être payé par la sécurité sociale. Bon, aujourd'hui, vous avez quand même pas la moitié de... Je pense que si on demande ça serait intéressant de faire une étude sur les étudiants en 5e, 6e année de médecine, savoir s'il y en a un qui sait qui est Ambroise Croizat, qui sait ce que c'est que le Conseil national de la résistance, etc. Je veux dire, je pense réellement qu'on ne sait même pas d'où vient sa paye. Et moi, je suis à chaque fois fascinée de voir soit sur les réseaux sociaux, soit même parfois chez les patients, quand vous passez la carte vitale, que vous dites c'est bien, c'est gratuit. Enfin non. Vous payez tous les jours à votre travail, en fait, vous cotisez pour que là, ce soir, je puisse vous soigner et que vous n'ayez pas à m'avancer. Donc c'est cette rééducation-là, effectivement, et de remettre, parce que c'était une volonté politique. Je veux dire, de tous nous soigner, quels que soient nos besoins, et de cotiser selon nos moyens, pour que tous, solidairement, on puisse se sauver la vie les uns les autres, c'est une puissante idée politique, la plus belle, probablement, qui fait la fierté d'un pays comme le nôtre. Et c'est quand même dément qu'on n'ait pas conscience que ça, c'est une volonté politique. Effectivement, on est là, derrière des trucs, la vie, ça vaut tout, quoi qu'il en coûte, etc., et derrière ça, il faut absolument trouver des lieux pour ça. Moi, récemment, j'ai accepté de devenir chroniqueuse dans un média qui s'appelle Blast, où j'espère bien que ça soit, qui devienne un lieu notamment, alors pour l'instant c'est compliqué de se retrouver à plusieurs dans des lieux, mais comme on le fait là avec des questions et d'interactions, comme c'est le cas déjà sur ma page Facebook, qui aussi engendre beaucoup de discussions, les soignants se répondent entre eux, ils échangent beaucoup. Voilà, de moins avoir des lieux de partage comme ça, des lieux de culture où on peut, moi j'espère faire vivre cette idéo-là de démocratie sanitaire, de fraternité, et puis de ces idées à la fois politiques, parce que le soin, il rattache aussi à ça, au droit de la personne humaine, et puis... et donc nous, quand on soigne les gens, c'est aussi pour l'idée qu'ils vivent plus longtemps, ça rattache aussi directement à la question du droit au bonheur qui est profondément politique, parce que j'avais dit ça à Macron pendant le Covid, qui s'apprêtait à nous ressortir, comme on l'a déjà là, que ça va être l'austérité, la dette à payer pour les 200 ans, et nous on lui disait, si on sauve les gens là maintenant, dans les photos des réas, les gens, ils ont les photos de leurs enfants. Ils n'ont pas des photos de leur travail à 8 heures par jour. Donc, si on donne autant d'énergie pour soigner les gens, c'est pour les laisser vivre et donc le laisser avoir droit à rire avec leurs amis, aller à la plage, parce que c'est ça. Et ce droit au bonheur aussi, c'est une idée éminemment politique. Justement, qui va de pair avec le soin. Là-dessus, il y a Philippe qui nous pose une question, et je crois que c'est une question qu'il est bon de mettre sur la table. Et vous en parlez d'ailleurs dans votre tract, c'est les gens qui ont été interdits de voir leurs mourants. Ça a choqué tout le monde. Honnêtement, moi j'ai cru à une fausse nouvelle. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et je me rappelle, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en disant, moi, ça sera comme dans Antigone.
La loi morale, parfois, elle est supérieure à la vraie loi. Et je crois que ça a choqué tellement de comment on peut en arriver à prendre des décisions pareilles, finalement. Elles sont ahurissantes. Alors, je pense que cet exemple effrayant est massif, hein, puisque la chose continue, hein, c'est-à-dire que ça se poursuit. C'est-à-dire qu'il est toujours très, très compliqué, très difficile de voir les patients, les résidents dans les EHPAD, cette fin de vie abominable qui a été imposée, bon, qui a fait en fait exception. On a basculé dans une sorte de régime d'exception, sans du tout aucun entourage juridique, hein, d'ailleurs. Hein, on est dans l'arbitraire le plus complet, puisqu'on n'a plus du tout respecté rien du tout, ni le consentement, ni tous les principes éthiques qu'on apprend aux soignants. Donc vous imaginez le conflit pour les soignants aussi, hein, qui ont appris des principes éthiques très importants, qu'ils essaient d'appliquer tous les jours et qui se trouvent obligés de les trahir, ou pensent être obligés de les trahir. Donc, alors, pourquoi c'est emblématique cet exemple de ce qu'on vit depuis un an? C'est parce que, pour différentes raisons. D'abord parce que ça montre que ce gouvernement n'a absolument pas protégé la santé et la vie, quoi qu'il en coûte, mais qu'il s'est focalisé sur les morts visibles, et plus particulièrement sur les images qu'il s'agissait d'éviter, d'où la focalisation sur l'hôpital public, et le fait qu'on ait laissé de côté des cliniques privées qui auraient parfaitement pu être réquisitionnées, etc., ou qui même étaient prêtes à aider. On a tout focalisé sur l'hôpital public, c'était hospitalo-centré, comme on dit dans le jargon. On a tout focalisé là-dessus, et ce qu'il s'agissait d'éviter, c'était des caméras devant les urgences ou les services de réanimation, où on voit des gens mourir au seuil de l'hôpital, comme on a pu le voir en Italie. C'est ça qu'il s'agissait d'éviter, les images italiennes. Voilà. Et donc, si le prix à payer pour éviter ça, c'est d'autres morts, des morts invisibles, des gens qui s'étouffent tout seuls, écoutez, tant pis. Ce qu'il faut, c'est éviter cela. Donc moi, quand on me dit, on me le disait à France Inter l'autre jour, quand même, vous exagérez un peu, avec Emmanuel Macron, c'est quand même le retour de l'État-providence, quoi qu'il en coûte, me dit, comment s'appelle-t-il, Ali Badou, quoi qu'il en coûte, hein, vraiment, voilà, la planche à billets pour la vie, pour la santé. Je dis, c'est une vaste blague, parce qu'en réalité, il y a eu énormément de morts dans les EHPAD qui ont été abandonnés, et en plus, avec ces fins de vie abominables pour les mourants et pour les proches et pour les soignants. Donc c'est une honte absolue, ça sera documenté, ça continue, et j'irai plus loin. J'irai plus loin, puisque si vous écoutez bien les préconisations de ce gouvernement, qui sont parfaitement irrationnelles, elles sont quand même sidérantes. L'idée, c'est, vous êtes malade, alors personne ne vous voit, hein, pour vous décréter malade, c'est de l'auto-diagnostic, on téléphone, et puis, donc vous êtes malade, vous avez quelqu'un... Donc, restez chez vous, tout seul. Voilà ce qu'on nous propose. Alors, moi, pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, il faut que ce soit une stratégie de tester, tracer, isoler, extrêmement rigoureuse sur le plan scientifique et médical, avec un suivi médical, avec des médecins qui viennent vous voir. Pourquoi? D'abord pour des raisons humaines, évidemment, mais aussi pour des raisons médicales. Comment voulez-vous connaître une maladie si vous n'en faites pas la clinique? Enfin, c'est quand même délirant, une situation dans laquelle nous avons une nouvelle maladie, vous le rappeliez, en fait on ne la connaît pas encore bien du tout, on la connaissait même très mal il y a un an, on n'en connaissait quasiment rien, et l'idée ça a été, restez chez vous, ne vous approchez pas, vade retro satanas. Donc il y a quelque chose d'emblématique dans cette idée de laisser les gens malades tout seuls, de les laisser mourir tout seuls. Il y a quelque chose là qui dit la gravité de ce qui a été décidé. En réalité, là c'est pour moi quelque chose qui dépasse l'entendement. Normalement, il s'agissait au contraire de réquisitionner tout le pays, y compris le secteur privé, toutes les personnes compétentes pour, pas forcément médecins ou soignants, mais d'autres possibilités avec les équipes de suivi, etc., pour mettre en place une stratégie. Alors, je reviens là-dessus sur la stratégie. On en a parlé un moment. Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie. Ils n'en ont pas. C'est clair. Pour mettre en place une stratégie collective qui forcément aurait eu des ratés et qu'il aurait fallu réajuster au fur et à mesure par les retours d'expérience. C'est comme ça qu'on procède en santé publique et plus généralement dans une politique publique raisonnable. Et voilà ce qu'il aurait fallu faire, mais du même coup par un contact étroit avec la maladie et les malades. Et on a fait tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on a décrété au jour le jour des changements permanents de pied, mais par contre le continu, ce qui est resté en continu, c'est isoler les malades, les laisser seuls et ne pas finalement travailler sur la maladie elle-même.
Bon, ça, c'est un continuum. On avait déjà, avec le développement de la chirurgie ambulatoire, du post-opératoire par SMS, si vous saignez, tapez SNG, si vous donc fatigué. Mais effectivement, je suis. Je vous remercie. C'est un point essentiel, c'est ce que j'appelle dans le tract, à propos de la santé et de l'éducation, le virage ambulatoire universel. C'est-à-dire, on renvoie en fait tous les individus, donc le retour à l'individu. Individu entouré d'une famille, hein, le foyer confiné, on renvoie chacun à ses responsabilités, on dépolitise, ce faisant évidemment, la politique publique d'éducation et de santé, on renvoie chacun à ses responsabilités, hein, et on s'en lave les mains. Voilà. Donc c'est vrai que ce mouvement, il est délétère, et je suis d'accord avec vous, il a été esquissé bien avant, en fait. Oui, intéressant ce que vous disiez à l'instant sur. On s'est concentré sur les morts visibles. Il y avait un chercheur qui a travaillé justement sur cette fameuse gestion ou non-gestion ou mal-gestion du Covid, qui disait en fait, on a un gouvernement qui a choisi la vie à court terme plutôt que la vie à long terme, notamment en parlant des conflits des soignants qui, tu le disais tout à l'heure, Sabrina, ont dû choisir à beaucoup de moments et doivent encore choisir, par exemple dans l'Est, de choisir de soigner quelqu'un qui a le Covid ou quelqu'un qui a un infarctus à 40 ans, parce que c'est concrètement des situations devant lesquelles ils se retrouvent. Et avec des situations d'inhumanité extrêmement fortes, notamment le fait qu'on puisse pas effectivement voir ses proches avec des gens qui quand même sont morts tout seuls, avec seulement un soignant quand il avait le temps pour essayer de tenir la main. Et puis s'il n'avait pas le temps, tant pis. Donc des situations d'inhumanité qui, je crois, effectivement en disent long sur la manière dont ça a été géré, sur la société. Peut-être juste revenir sur une question qui était posée sur le rôle de l'État. En fait, moi je définirais ça comme ça. Le rôle qui a été joué dans cette crise, c'est tout simplement une gestion de la pénurie, gestion de pénurie de soignants, gestion de pénurie de lits, de médicaments, de tests, de masques, de vaccins, en engraissant quand même, parce qu'il n'y a pas de stratégie, mais par contre on engraisse toujours les amis des boîtes de conseil qu'on paye bien pour nous définir une stratégie, parce que de toute façon on n'a plus d'experts, parce qu'on a licencié à tout va un peu partout dans les ministères, dans les agences, donc parce que de toute façon l'État ça ne sert à rien, ce n'est pas efficace, donc autant aller voir le privé qui nous fait des stratégies magnifiques. Et on l'a vu avec un refus d'une mobilisation collective. Nous, quand on faisait la commission d'enquête, il y a un douanier qui nous dit, rendez-vous compte, entre décembre et fin mars, vous savez combien l'État a commandé de masques ? Zéro masque. C'est-à-dire qu'ils ont laissé les grandes entreprises décider s'ils voulaient, oui ou non, importer des masques, mais l'État n'en a commandé aucun, ce qui est quand même délirant vu les informations qu'ils avaient. De même, on le retrouve sur plein de choses. Le gouvernement qui décide de laisser les grandes surfaces vendre les masques au prix qu'ils veulent, puis finalement on va encadrer un peu parce que franchement ils sont en train de se faire des marges incroyables, qui laissent ce que nous on appelle les profiteurs de crise se gaver tant qu'il faut. Nous on demandait qu'il y ait des minima, quoi, l'interdiction de donner des dividendes pendant cette période-là, l'interdiction de licenciement, bref, tout ce qui aurait pu un peu imposer des choses à la puissance privée n'ont jamais été faites. On demandait à ce qu'on réquisitionne les entreprises de textile dès le début du premier confinement pour qu'on puisse produire des masques en grande quantité. Refusé, parce que, voilà, il faut toujours inciter, ça n'a jamais marché, mais il faut continuer à inciter, il ne faut rien imposer, parce que, voilà, on refuse de jouer, pour le coup, il y a un refus de jouer le rôle d'État, et ça se voit encore maintenant, et je crois que c'est ça le pire, c'est qu'après tout le cinéma de quoi qu'il en coûte, voilà, on a changé, la santé est un bien commun, à la fin, on se retrouve à voter quand même un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui demande de nouveau, alors que nous sommes encore en pleine crise sanitaire, aux hôpitaux publics de faire 800 millions d'euros d'économies pour 2021, et on demande toujours à 13 hôpitaux dans le pays de fermer des lits, comme si personne n'avait compris qu'on en manquait cruellement. Donc voilà, en fait c'est un refus de jouer son rôle d'État, et pire, en fait un sabotage réel des capacités d'expertise et d'action de l'État sur une crise telle que celle que l'on vit.
Merci beaucoup Mathilde. On s'achemine vers notre conclusion. C'est un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup de sujets. Juste ce que disait Mathilde m'a fait penser à un concept que vous mettez en lumière dans votre livre Barbara Stiegler, celui du nudging, l'émission des cabinets de conseil dans les politiques gouvernementales. Est-ce que juste vous pouvez en dire un mot très rapidement pour expliquer? Effectivement. Donc en fait, actuellement, il y a toute une série d'organismes publics qui produisent de l'expertise en santé publique. Tous ces organismes-là, Emmanuel Macron a décidé de ne pas les consulter. Ces gens-là existent, je les connais, hein, on travaille ensemble, j'en connais certains. Ils existent bel et bien. Pour la première fois de leur carrière, ils n'ont pas été consultés, car ils ont eu affaire à un pouvoir qui a décidé de faire autrement. Alors comment? Alors effectivement, le cerveau d'un seul homme, mais qui régulièrement va dépenser de l'argent public et des sommes considérables pour se faire éclairer par des cabinets de conseil privés. Donc évidemment, par exemple, McKinsey, hein, c'est sorti dans les médias récemment, c'est assez mal reçu, hein, même par les journalistes qui trouvent que c'est un peu fort de café quand même. Mais nous avons aussi, et ça n'a pas été relayé dans les médias, à part de sources médiatiques, mais c'est resté lettre morte, et c'est extrêmement grave, la mobilisation de deux unités nudge. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que le nudge en 2 mots? C'est quelque chose qui vient de l'économie comportementale et croisé avec les neurosciences. Et l'idée générale, c'est que les populations et les individus sont pleins de biais cognitifs, ils ne prennent jamais la bonne décision. Donc, il faut formater leur comportement de manière infraconsciente par des techniques d'incitation douce. Et c'est précisément cette idéologie dont est pétri le néolibéralisme, et en particulier quelqu'un comme Emmanuel Macron. Donc l'idée, c'est de transformer l'environnement des personnes, des individus et des collectifs, pour les faire aller dans la bonne direction, par de l'incitation. Et surtout, il ne faut pas que ça passe par la conscience, il ne faut pas que ça passe par la discussion critique. Donc là, les choses sont claires. Ces 2 cabinets existent depuis 2017, depuis son arrivée au pouvoir le premier. Et le second, c'est BVA, qui a emporté le marché au lendemain du confinement. Et c'est BVA qui a produit toute une série de choses, comme par exemple l'auto-attestation dérogatoire de déplacement. Donc voilà, il est quand même fondamental que les citoyens soient au courant qu'on est dans des techniques clairement manipulatoires, mais bien sûr, on vous répondra pour vous faire taire que c'est pour votre bien. Il s'agit de manipulation pour votre bien, puisqu'il s'agit de manipulation pour la santé, pour l'écologie, etc. Quand ensuite on regarde ce qu'est ce bien et qu'on découvre qu'en réalité c'est un ensemble d'entêtements, de panique, de conduite irrationnelle, évidemment, du même coup, là, la politique doit se réinviter dans le jeu d'urgence. Et du coup, j'en profite juste pour montrer votre livre, en faire la promotion. C'est vraiment un ouvrage d'utilité publique qui se lit facilement, et donc c'est hyper utile pour éclairer le débat qu'on a là. Peut-être un mot de la fin pour chacune, assez rapidement dans le temps qui nous est imparti. Barbara Stiegler, Sabrina? Écoute, le mot de la fin, c'est que, spontanément, force est de constater qu'il y a un véritable non-consentement à cet hyper-pouvoir macronien. Et ça, c'est déjà très rassurant. Je veux dire, je pense que malgré tout, toute la situation hyper anxiogène, dépressive qu'on vit, toute cette mobilisation quand même, que ça soit dans la rue, que ça soit dans les réseaux sociaux, que ça soit via des artistes qui produisent tous les jours, je vois passer des chansons, des clips, les profs, globalement, ça, c'est quand même relativement sécurisant. Vous parliez juste là, justement, de manipulation, etc. Force est de constater que malgré tout, il y a des choses qu'on remplacera pas. On en parlait, il y a pas. Je fais une très rapide digression parce que je sais que c'est la fin, mais on parlait juste il y a pas très longtemps des protocoles, puisque malheureusement un de nos confrères dans l'actualité est apparemment attaqué suite à une erreur médicale. Et voilà, ça m'avait rappelé où on avait eu un échange où on avait vu un patient jeune interne. J'avais vu un patient. Normalement, vous ne faites pas un scan, et il y a ce qu'on appelle dans notre banque de données à tous humains ce truc. On se dit.
je sais pas, je le sens pas, lui, parce qu'on est tous faits de ça. Et en fait, ça correspond à aucun algorithme, à rien de ce qu'on nous fera rentrer dans la tête. Moi, les 12 ans d'études que j'ai fait, il me disait, lui, normalement, il va pas au scanner. Et puis, vous savez pas pourquoi. Entre les pairs, les réunions, les groupes qu'on fait, votre expérience, ils font que si vous dites là, je vais pas respecter la procédure, on va le faire. Et effectivement, il se trouve que le patient avait bien fait de le faire, a fait une pathologie avec un pronostic vital en jeu rapidement et qu'on a donc sauvé. Et en ça, il y a cette espèce de truc-là, cette conscientisation chez tout le monde de on sait ce qui est bon pour nous, on sait ce qui l'est pas. Et je suis assez réjouie là qu'on dépasse dans plein d'endroits des clivages parfois politiques. Moi, les gens savent que j'ai pas d'appartenance politique, mais que j'ai déjà dit à plusieurs fois que j'étais proche, voilà, du programme de l'avenir en commun. Et néanmoins, je vois beaucoup de gens qui m'écrivent, y compris des gens plutôt à droite de l'échiquier politique. Et qui vous disent, bon, ça, je partage pas, mais ça, quand même, il y a cette volonté-là de non-consentement et de décider ensemble de ce qu'on veut faire de la société. Et ça, en soi, c'est un très bon fil directeur pour réintégrer partout la politique pour qu'on soit souverain sur les décisions et la façon dont on choisit de vivre ensemble. Alors, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, Mathilde et Barbara ? Oui, moi je veux bien effectivement revenir sur cette histoire de non-consentement et sur le fait qu'il y a quelque chose là de réjouissant. Je sors d'une discussion de tout à l'heure où voilà, j'essayais de dire oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soumission. Ça peut paraître étonnant qu'on se soumette à ce couvre-feu complètement absurde. Voilà, ça peut être... C'est vrai, il y a cette soumission. Et en même temps, je suis d'accord, il y a une colère qui monte, il y a un effet de révélation. Je pense, de loupe. Enfin, on voit en gros ce qu'on ne voulait pas voir. Maintenant, c'est clair. Donc, on est dans un moment extrêmement ambivalent. L'erreur, c'est de vouloir savoir le mot de la fin. On ne connaîtra pas. C'est très polysémique. On ne sait pas dans quel sens. Ça va. Oui, mais on veut absolument savoir qui va l'emporter. Non, ça, c'est à nouveau une attitude infantile. Je pense que les choses sont extrêmement partagées. Il y a de la soumission et il y a cette révolte qui monte. Moi, j'encourage chacun à se resituer exactement là où il est, là où il travaille, là où il se trouve, et à partir de là, chercher ses points de résistance de manière extrêmement fine et précise, en sortant des grands clichés entre, d'un côté, il y aurait le privé, de l'autre, il y aurait le public, d'un côté, il y aurait l'économie, de l'autre, il y aurait la santé. Toutes ces simplifications manichéennes ne vont pas. Il faut regarder là où je suis. Quel est le danger ? Quelle est la possibilité ? Avec qui je peux m'allier, même si on est 10, même si on est 4, même si on est 20, pour construire un début de résistance. Et parce que le champ de force, il est ouvert et on ne sait absolument pas où ça va aller. Et ça dépendra en fait de nous, tout simplement. Peut-être un petit mot aussi. Déjà, merci beaucoup pour ces discussions très intéressantes. Et peut-être un petit mot pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, l'impression qu'on a toutes et tous en ce moment, c'est-à-dire celle de subir des décisions absurdes qui sont prises pour nous et de plus être maître de soi, de plus être maître de son avenir. Et je crois que le pire, ça serait qu'on soit entré dans une phase de résignation extrêmement grande et puis surtout qu'on croit qu'il n'y ait pas d'autre alternative à ce que nous sommes en train de vivre. Et je crois que c'est ça qui est le plus important, c'est de dire à tout le monde, courage les amis, nous ne sommes pas seuls à ne pas vouloir de ce monde-là, nous sommes même extrêmement nombreux, et l'horizon d'un monde meilleur n'est pas si éloigné que ça. Et puis, on a quand même une élection présidentielle aussi qui arrive, et qui serait, je crois, un bon moment pour tourner la page du duo infernal Macron-Le Pen et ouvrir des horizons heureux. Merci beaucoup Mathilde. Transition parfaite parce qu'on doit arrêter cette émission. En effet, le débat est riche, passionnant. Mais le candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, est dans quelques instants, dans quelques minutes sur LCI. Et donc évidemment, on va lui laisser la place pour vous permettre de suivre ça. C'est frustrant parce qu'il y a beaucoup de sujets. Vos retours sont excellents. Je vais pas les lire ici, mais
pour que nos intervenantes le sachent. Les gens ont beaucoup apprécié le débat. Ils sont très contents de ce format-là, qu'on essayait ce soir pour la première fois avec vous. Donc, on vous remercie toutes les trois d'être venues là. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour cette merveilleuse co-animation. On se retrouve jeudi prochain. On va discuter de la répression des mouvements sociaux avec plusieurs intervenants. Ça devrait être également très intéressant. À très bientôt, à jeudi prochain.